Le vol en provenance de Genève vient d'atterrir à Olbia, l'aéroport de la Côte d'Émeraude. C'est la fin de l'été, les touristes sont déjà moins nombreux. L'empreinte du pied de Dieu, comme on surnomme la Sardaigne, attire chaque année des millions de personnes. Gisela est une habituée de cette destination. Elle y vient 3 ou 4 fois par année. Les paysages sauvages de l'île la fascinent toujours autant. À chaque fois, c'est un plaisir d'arriver ici. En fait, j'étais venue une fois en plein hiver chez une amie qui a une maison à Stintino. Et en regardant pendant les 4-5 jours où je suis restée avec elle, oui, je suis un peu tombée amoureuse. Je me disais, mais c'est chouette quand même. Sans grands moyens financiers, la Genevoise commence alors à caresser le rêve de posséder une petite propriété en Italie. Et voilà, un jour, je suis tombée sur les maisons à 1 euro en Italie. Et puis j'ai regardé, j'ai vu Nulvi, puis j'ai regardé où était Nulvi, puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant. La Sardaigne est la région d'Italie avec le taux de natalité le plus bas. Sa population diminue chaque année de 8 à 10 000 habitants. Nulvi ne fait pas exception. En quelques décennies, le village a perdu 40% de ses habitants et ne compte plus que 2500 personnes. Les naissances, c'est bien ça le problème. Il y en a beaucoup qui meurent ici, pas beaucoup qui naissent. Et donc la population diminue, c'est comme ça. Tous les services ont été déplacés à Castelsardo, le village voisin. Maintenant, on n'a plus rien ici. Quelques retraités qui survivent et rien d'autre. Les jeunes s'en vont tous en Angleterre ou ailleurs. Dans le centre historique, 70% des maisons sont abandonnées. Une situation qui a incité le maire à trouver une solution. En 2015, Nulvi est une des premières municipalités à lancer le projet des maisons, vendues à 1 euro. Nous avons reçu 7 ou 8 000 mails, des appels téléphoniques par milliers. Pendant des mois, la centrale téléphonique de la commune était débordée, bloquée. Il y avait 5 ou 6 maisons disponibles à l'époque. 5 ou 6 maisons à 1 euro. Certaines étaient dans un état, disons-le, vraiment lamentable. Des ruines vraiment en très très mauvais état. D'autres un peu mieux, mais Madame Gisela a choisi la pire, la plus vieille, là où il fallait intervenir en profondeur du point de vue de la structure. En 2018, Gisela est en effet devenue la toute première acheteuse d'une maison à 1 euro à Nulvi. Depuis, à chacun de ses voyages, elle vient contrôler l'avancement des travaux. Car 7 ans après l'achat, sa maison n'est pas encore terminée. Cette maison a coûté 1 euro, plus les frais de notaire. Donc, on commence vite avec 2500, 2800 euros. Voilà, donc avec un peu d'imagination, un peu de fantaisie, voilà ma maison. Le coin salon, le coin cuisine, la salle à manger, et voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Elle aurait dû la rénover en 3 ans. Mais le Covid et les restrictions de voyage, suivies par la perte de son emploi, vont rendre les choses beaucoup plus compliquées que prévu. Ça, c'était la façade externe. Donc, tu arrivais et tu voyais ça. Tu vois là, il y a un petit... Ça sort un peu. Ouais, donc, c'était pas très stable. Donc, c'était en entrant depuis cette porte-là, ça, c'est comme ça que vous voyez la maison quand vous décidez de l'acheter? Oui. Et encore, c'était la pièce la plus potable de la maison, vu qu'il y avait un peu de lumière avec les 2 portes ouvertes. Mais plein de choses, on voyait qu'il y avait de l'humidité au fond, on se disait, qu'est-ce que c'est?
Bon, on se disait, bon, mais avec le temps, ça fait 20 ans qu'elle est vide, 50 ans qu'elle est vide. Donc, et puis ça coûte 1 euro. Et puis ça coûte 1 euro, on va essayer de voir. Et quand vous êtes rentré en Suisse avec ces photos-là, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que j'étais folle. Que j'étais complètement folle. L'immeuble n'avait ni eau courante ni électricité. Suivre à distance, la rénovation lui a coûté beaucoup d'énergie et des heures au téléphone. Alors 1 euro pour une maison, c'est un miroir aux alouettes. Et même si elle ne pense pas avoir été flouée, Gisela ne s'attendait pas à devoir investir autant d'argent. Au total, donc de 1 euro, cette maison, 6 ans après, elle vous a coûté combien? Passé 60 000. Un peu plus que 60 000 francs. Quand on avait acheté, je crois que le maire ou quelqu'un nous avait dit, avec 20 000 euros, vous arrivez à la refaire. Donc on était parti sur 30 000 francs, en fait. En gros, on se disait, avec 30 000, on devrait y arriver. Non. Aux yeux du maire, le bilan est plus que positif. 10 ans après, 7 maisons à 1 euro ont été vendues. 4 d'entre elles sont entièrement rénovées, 3 encore en rénovation et 2 autres encore en vente. Pour les anciens propriétaires qui en avaient hérité, les céder à 1 euro leur permet d'éviter les taxes cadastrales sur ces ruines. Celle-ci, elle est grande. On parle de plus de 100 mètres carrés. Il faut stabiliser, consolider les murs et on peut partir avec la rénovation. Bien sûr, il faut tout nettoyer. C'est une vraie décharge. Et refaire le toit. Moi, je pense qu'il faut au moins 70 000 euros pour tout rénover. Celle-ci, c'est une des premières maisons à 1 euro qui a été complètement rénovée. Ici, ils ont finalisé le chantier exactement comme nous le demandions, de la manière la plus parfaite, car l'objectif de vendre ces maisons est aussi de rénover totalement le centre historique. Et pourtant, au début, certains habitants ont critiqué l'idée, craignant que les maisons à 1 euro ne détruisent la valeur immobilière des autres habitations. Ici, le marché immobilier était proche de zéro. Il n'y avait aucune possibilité de vendre, surtout dans le centre historique. Les habitations n'avaient aucune valeur, et donc il fallait trouver une solution provocante pour justement stimuler le marché. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont arrivés d'Australie, d'Argentine, des États-Unis. Ils ont acheté des maisons à un prix bien meilleur qu'avant. Ce projet a donné une visibilité internationale au village. Des personnes sont arrivées de partout pour visiter les maisons et certains ont décidé de s'y implanter. Gisela rencontre pour la première fois ses nouveaux voisins venus des 4 coins du monde pour changer de vie. Pablo et Angela, des Argentins, ont ouvert un centre de yoga. Anna travaille à distance avec la Californie et Giovanni est un coach de vie venu d'Australie. En Australie, on parle du coût de la vie et du niveau de vie, mais on ne parle jamais de la qualité de vie. Ici, la qualité de vie est selon moi beaucoup plus élevée et le coût de la vie est beaucoup plus bas. Vivre avec la communauté de Nulvi, c'est aussi participer aux fêtes religieuses. Ce soir-là, c'est Saint Isidore et Saint Narcisse qui sortent de l'église, les patrons des agriculteurs et des éleveurs. Le petit groupe d'expatriés se fond à la population pour voir défiler la procession, une immersion culturelle assez unique pour ces citadins. Les villageois, eux, ont revêtu leurs costumes traditionnels pour demander au saint patron d'intercéder pour eux et de faire tomber la pluie sur cette terre trop aride. Pour moi, c'est très émouvant de voir mes nouveaux voisins qui participent et qui mettent tout leur cœur, tout leur travail. Car pour eux, c'est vraiment lié à leur travail. Ils font un effort pour représenter le village et faire vivre ces traditions qui se transmettent depuis des générations et des générations. Je trouve cela vraiment beau. Les maisons à 1 euro ne se trouvent évidemment jamais proches des côtes, dans les zones touristiques de l'île.
La Sardaigne des cartes postales, la mer cristalline et les plages sauvages se trouvent à 25 minutes en voiture du village de Nulvi. En achetant cette maison, Gisela a compris au fil du temps que c'était une aventure immobilière, mais aussi une incroyable aventure humaine. Elle doit encore trouver la force et des moyens financiers pour terminer sa maison. Mais en fin de compte, elle dit ne rien regretter. Allez, on va retrouver tout de suite en Italie Valérie Dupont. Valérie, merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante de la RTS à Rome. La maison, Valérie, de Gisela est-elle aujourd'hui habitable, enfin ? Non, pas encore. J'ai appelé Gisela justement pour l'émission d'aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle n'était pas retournée en Sardaigne depuis le reportage. Elle avait d'autres projets. Elle a eu beaucoup de problèmes aussi pour suivre les travaux à distance. Elle espère vraiment terminer cette maison, car pour elle, c'est quand même un rêve, l'utopie de posséder une maison qu'on a payée en euros. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas encore terminé les travaux autant d'années après l'avoir achetée. Elle espère vraiment les terminer pour un jour peut-être où y aller, ou même peut-être la revendre, mais en tous les cas avoir terminé ce beau projet. Alors Valérie, est-ce qu'il y a dans le pays ailleurs d'autres expérimentations de repeuplement ? Alors oui, il y a d'autres villages qui ont tenté la même expérience, notamment en Sicile, mais aussi dans les Pouilles, d'autres villages aussi en Sardaigne, avec plus ou moins de réussite. Mais il y a aussi d'autres expériences, comme par exemple, on a parlé pendant des années de Riace en Calabre, qui là avait tenté de repeupler les villages avec des migrants. Ça ne s'est pas tout à fait bien terminé à Riace, mais il y a un autre petit village en Calabre qui le fait actuellement, et ça fonctionne, avec notamment ces migrants qui repartent, qui relancent des petites activités artisanales dans le village, qui sont évidemment financées par les fonds du gouvernement qui aident l'insertion de ces migrants lorsqu'ils arrivent en Italie. Et puis là, en Calabre, il y a eu un petit peu un effet boule de neige, puisque certains habitants qui étaient partis, sont revenus en fait dans le village quand ils ont vu que ça reprenait. Alors c'est clair que ce sont des expériences de laboratoire. La majorité des villages du sud de l'Italie, malheureusement, subissent cet exode rural depuis, je dirais, les années 70-70, comme on dit en Suisse. 70, voilà. Retour en plateau. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Vous n'êtes pas tenté par une petite maison à 1 euro, Lucas ? C'est intéressant, c'est des belles histoires, mais après, malheureusement, c'est comme vider l'océan avec une cuillère. Il y a des problèmes structurels qui existent. On a cité des exemples des petits villages en Calabria qui ont été repeuplés par des migrants. C'est des expériences de laboratoire, mais la réalité, c'est qu'au niveau structurel, il y a un problème de dépopulation, il y a un problème de vieillissement de la population, il y a un problème de taux de natalité qui est très basse. Il y a un problème aussi d'émigration des jeunes qui est dû à la situation économique. Et donc, tout ça fait que dans certaines régions, dans certains villages, par exemple, comme l'exemple en Sardaigne, les services n'existent plus, en fait. Justement, vous nous facilitez la transition, parce que justement, on a ces chiffres concernant l'émigration des jeunes. On a les chiffres de l'Italie, de la France et d'Espagne, et on voit que la courbe de l'Italie monte en flèche pour atteindre à peu près plus de 80 000 jeunes qui ont quitté l'Italie en 2024. Comment expliquer cet exode, Hervé Reiner ? Oui, alors... Est-ce qu'on peut parler de fuite des cerveaux et d'exode, d'ailleurs ? Oui, alors ça fait longtemps, ça fait une trentaine d'années qu'on parle de fuite des cerveaux en Italie. Alors c'est vrai que ce qui a caractérisé longtemps l'immigration italienne, c'était une main-d'œuvre, pour la plupart ouvrière, qui partait en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en France et ailleurs. Et ce qui a changé à partir des années 90, c'est le fait que de plus en plus, c'est des diplômés qui partaient, donc de jeunes diplômés, qui souvent s'affrontaient à un marché du travail saturé, ou en tout cas, on le sait, en Italie, c'est très très long de faire carrière. C'est vrai qu'il y a un appel. Donc 80 000 jeunes en 2024. C'est surtout que les jeunes ne reviennent pas, voilà, alors exactement. que ceux d'autres pays font des très allers-retours. Peu reviennent. Voilà. Sur les 80 000 de 2024, donc c'était un record, sur 150 000 qui avaient quitté cette année-là l'Italie, donc il y avait 80 000 jeunes. Et effectivement, c'est un drame en termes de, qui est même calculé en termes de coût pour l'économie italienne, c'est-à-dire que des gens qui ont été formés par les écoles italiennes et qui vont ensuite faire carrière à l'étranger. On va retrouver justement Valérie Dupont et on va revenir au sujet de ces villages. Le problème finalement dans ces bourgades, c'est qu'il n'y a plus de médecins, plus d'écoles, plus de commerce. Là, c'est quand même un moyen peut-être de faire revenir et de faire revivre ces villages et peut-être de retrouver des compétences qui
qui reviennent, notamment des médecins, par exemple? Parce que là, il y a du travail en termes de médecins, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Oui, alors le manque de médecins, le manque de services, c'est vrai que c'est un vrai problème. Alors c'est vrai qu'à Noulevy, par exemple, eh bien les enfants des familles qui sont arrivées avec les maisons à 1 euro, mais aussi avec les maisons qui ont été vendues sur l'onde, sur la vague, je dirais, de cette publicité de ces maisons à 1 euro, sont évidemment allés à l'école et ça a permis en effet d'augmenter le nombre d'enfants à l'école publique du village notamment. Par contre, pour les médecins, ça n'empêche pas le problème parce qu'en fait, le manque de médecins est vraiment crucial. On peut par exemple parler justement de la Calabre qui a fait cette expérience de faire venir des médecins cubains en Calabre, 300 médecins cubains qui sont pour le moment dans les hôpitaux et sans eux, eh bien, il y aurait plein de services qui ne seraient pas fournis à la population calabraise. Cela provoque d'ailleurs pas mal de tensions pour le moment avec les États-Unis qui voient peut-être ça d'un mauvais œil, mais le gouverneur de Calabre a dit, moi, sans ces médecins, bien c'est bien simple, je ferme les hôpitaux. Donc, il y a un vrai problème de services dans le Sud. On a parlé des crèches, par exemple, qui empêchent évidemment beaucoup de femmes de travailler. Donc, c'est vrai que le problème des services, notamment dans le sud de la Botte, c'est un problème politique réel et ce n'est pas nécessairement avec le repeuplement de quelques villages, évidemment, qu'on compense. Merci beaucoup Valérie Dupont d'avoir été en duplex pour nous depuis Rome. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez de ces crèches. On va justement regarder ces chiffres qui concernent la natalité, ou plutôt la dénatalité italienne. 1,18 enfants par femme en 2024. C'est l'un des pays au monde où l'on fait le moins d'enfants, peut-être après le Japon. La Corée du Sud. La Corée du Sud, ouais. exactement. Le seuil de remplacement des générations indique que c'est 2,05 enfants par femme. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour enclencher une véritable politique nataliste? Est-ce que le gouvernement Meloni, justement, veut faire quelque chose? Puisque ça date, ce déclin démographique, il ne date pas d'hier. Non, ça ne date pas d'hier. Et c'est vrai qu'au niveau idéologique, c'est quelque chose que pour le gouvernement Meloni et pour elle-même, c'est quelque chose de très intéressant. Au moins à parole. Le problème, c'est que l'Italie n'est pas un cas probablement un cas extrême, mais elle est dans une tendance qui regarde tous les pays d'Europe occidentale, et même en Corée, Japon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit en Italie une diminution de la population résidente. Ce qu'on ne voit pas en France, ce qu'on ne voit pas en Allemagne ou en Angleterre. Alors, est-ce qu'il y a eu des mesures prises par le gouvernement? Oui, certaines choses, mais ça reste des bonus, des régimes provisoires au niveau fiscal. Parce que c'est qu'au Portugal, par exemple, il y a eu des entreprises notamment pour faire revenir les jeunes et ça a l'air de plutôt fonctionner. Ça a existé avec aussi des en Italie. exonérations d'impôts, des allocations. Il y a eu une mesure temporaire en Italie qui ensuite a été abandonnée. Donc le problème, c'est qu'il s'agit d'un problème structurel de l'économie et de la société italienne qui est géré plus ou moins avec des mesures bonus, avec des mesures provisoires. Hervé Renner. Alors effectivement, dans ses discours d'investiture au Sénat et à la Chambre, Giorgia Meloni en 2022 avait promis s'atteler au problème de la dénatalité. Il faut savoir que les politiques natalistes ont été un des fers de lance du fascisme dans les années 20 et 30, donc ça renvoie aussi à des choses. Alors il y a un tas c'est quelque chose de très très complexe, bien sûr, la démographie, il y a un tas de facteurs sociaux à prendre en considération, mais effectivement, il s'agit de mesurettes, et donc là-dessus, c'est un échec flagrant, mais évidemment dont il n'est pas question d'en faire un enjeu politique ni pour le gouvernement ni pour l'opposition. Alors dans tout ça, on n'a pas parlé de ce changement, notamment d'une chose, du changement climatique. Est-ce que le changement climatique il va toucher plus le sud du pays et aggraver la fracture avec le nord, ou nord et sud vont être touchés de la même façon, Hervé Renner? Alors, de toute façon, sud comme nord seront touchés, parce qu'on sait bien que les régions alpines sont beaucoup plus touchées par le réchauffement climatique, que ce soit d'ailleurs en Europe ou ailleurs, mais en montagne. Et l'Europe, par ailleurs, est plus touchée, mais comme beaucoup de zones centrales. Donc, on serait à plus 3 déjà degrés actuellement pour l'Europe. Je vois ça depuis la Suisse. Et l'Italie, donc, est concernée aussi bien au nord. Et puis, l'Italie étant constituée de chaînes montagneuses, on a beaucoup de glissements de terrain, évidemment, qui sont accélérés par les précipitations ou la fonte des glaces. S'agissant du sud, alors c'est vrai que depuis quelques années, le record européen de température, c'est dans la province de Syracuse, avec plus de 48 degrés enregistrés, c'était il y a 3 étés, il me semble.
Et là-dessus, on peut dire qu'il y a une absence quasi totale de politique. Alors, il faut savoir que les trois principaux partis qui constituent cette coalition... Il y a aussi un village en Sicile qui s'est carrément effondré oui, voilà, aussi, récemment. récemment. Sont climato-sceptiques d'une certaine manière. Et donc là-dessus, Giorgia Meloni utilise d'ailleurs un vocable très très ancien. Elle parle de calamité naturelle. C'est vraiment un vocable de l'ère moderne ou de la fin du Moyen-Âge, dans le sens où il n'y a aucune prise en considération de la dimension anthropique du changement climatique. Et Luca Tomini, justement, comme disait Hervé Reiner, elle est climato-sceptique, pour en revenir à Giorgia Meloni. Oui, il y en a dans le gouvernement, et on le voit sur plusieurs dossiers. Je prends un dossier par exemple, l'automobile. Récemment en Europe, on a eu des discussions sur le bain, la mise, pour les moteurs à essence. Le gouvernement italien a pris des positions très claires contre ce genre de mesures européennes. Et donc, c'est un gouvernement qui activement prend des mesures ou ne prend des mesures qui favorisent justement l'industrie fossile ou ne prend pas des mesures qui pourraient mettre justement l'Italie à l'abri de certaines crises, comme on le voit aujourd'hui en Iran. Voilà, merci Luca Tomini, merci Hervé Reiner et merci à vous, Paolo Levi, d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Voilà.